Nous évoquons ce soir la création d'une plateforme de concertation entre l'État, la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile. L'initiative est dénoncée par l'Association des victimes de la torture au Togo, Las Vito, qui a écrit à cet effet une lettre ouverte au président de la République, donc lettre ouverte relative à cet arrêté ministériel. Nous allons parler donc de ce sujet avec notre invité ce soir, Zana Komlan Sadio Ritou, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est bon. D'abord, la mise en place même d'une plateforme de concertation entre État, CNDH, société civile, est-ce que ça s'entend bien? Oui, ça s'entend bien, d'autant plus que vous savez que le Togo présente régulièrement et puis périodiquement un certain nombre de rapports vis-à-vis de certains traités auxquels le Togo a adhéré. Et donc, dans la mise en œuvre de ces recommandations, parfois d'aucuns, même les sociétés civiles, jugent qu'il y a une application assez biaisée de la chose et il fallait quand même créer un cadre de dialogue pour s'entendre sur comment suivre ces recommandations-là. Et aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi le renforcement du cadre juridique et puis peut-être institutionnel. Je crois que c'est une bonne démarche que d'associer tous les parties prenantes à la chose pour que demain, des polémiques ne se créent pas, pour que demain, des interprétations, entre guillemets, partisanes ne sèment pas la confusion dans l'esprit, dans l'opinion des gens. Mais déjà, on remarque que l'initiative crée en elle-même, crée déjà certaines polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Alors justement, cette initiative crée des polémiques, comme vous le dites, parce que quand on met État, CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, qui est censée être une commission indépendante, et quand on met les organisations de la société civile également, qui sont censées être indépendantes, dans un creuset avec l'État, c'est qu'il y a un souci quelque part. Non, pas forcément un souci. Pour comprendre, d'abord, il faut... je suis sûr que lorsque vous parlez de polémique, d'interprétation au sujet de ce cadre-là, vous faites sûrement allusion au communiqué de l'AS Vito. Ouais. Mais il faut aller dans le fond des choses. Et aller dans le fond, cela consiste en quoi? Cela consiste à revisiter la loi organique portant création et puis organisation de la CNDH, à revisiter l'arrêté ministériel en soi pour voir en quoi réellement cela puisse inquiéter plus d'un. Donc, déjà même, moi, sur la forme, je crois que l'AS Vito a manqué de rigueur et de pertinence parce qu'ils évoquent la loi, l'arrêté interministériel plutôt numéro 11 du secrétariat d'État aux droits de l'homme, alors que c'est caduc aujourd'hui. C'est caduc parce qu'il y a une nouvelle version de cette loi qui date de juin 2019. Donc, sur la forme, lorsque vous adressez un courrier au chef de l'État et vous faites référence à une loi caduque, abrogée par nos dispositions, ça ne fait pas trop sérieux. Ça ne fait pas trop sérieux. Donc, sur la forme, je ne sais même pas si le débat ce devrait d'être. Mais quand même, on va en discuter puisque c'est le sujet de la discussion. Vous le dites bien sûr, la forme, il y a un autre arrêté qui abroge un peu les dispositions de l'ancien, mais dans le fond, parce que moi je voudrais qu'on s'étale sur le fond, dans le fond, est-ce que les deux arrêtés ne disent pas substantiellement les mêmes choses? Oui, absolument, c'est substantiellement la même chose. Mais vous savez, avant de traiter une requête, par exemple, la forme compte beaucoup. Quand la forme n'y est pas, personne ne veut s'intéresser à la chose. Ça, c'est de un. Et de deux... Ce qui n'enlève pas à l'inquiétude de l'AS Vito sa valeur. Sa raison d'être. En tout cas, moi, je suis allé au fond des choses. Et lorsque je lis les missions assignées, d'une part, à la Commission nationale des droits de l'homme et que je lis d'autre part l'objectif de ce cadre de discussion, de dialogue dans un cadre inclusif, et je vois qu'il y a une différence. Il ne s'est jamais agi que le ministère chargé aux droits de l'homme s'immisce dans le travail de la Commission nationale des droits de l'homme. D'ailleurs, l'article 2 de cet arrêté est très clair. Qu'il s'agit, je lis, d'une plateforme qui est un cadre de dialogue et de concertation permanent et inclusif entre les acteurs de la société civile sur des questions liées aux droits de l'homme pour la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique
etc., etc. Alors que la mission assignée à la CNDH, elle est tout autre. C'est de promouvoir les droits de l'homme et de lutter contre la torture. Donc, vous voyez déjà même que sur les objectifs, on ne peut jamais, lorsque l'on a lu suffisamment et compris cette thèse, on ne peut pas faire cette confusion. Je pense que Lars Vito est en train de faire une confusion entre les deux choses. Lorsque vous lisez l'arrêté du début jusqu'à la fin et que vous lisez les missions assignées à la CNDH, je ne vois pas là où se trouve, comment dit-on, l'erreur ou bien la tentative de mettre sous tutelle la CNDH. Oui, mais Lars Vito est plutôt inquiète, peut-être pas ouvertement, une volonté manifeste de pouvoir de mettre sous tutelle, mais la démarche peut sembler vouloir être, c'est-à-dire prêter lieu à une mise sous tutelle aussi. Quoi expressément dans la démarche? Parce qu'aujourd'hui... Puisque je rappelle par exemple que la lettre qu'écrit Lars Vito au chef de l'État dit « La CNDH n'a d'autorité que la Constitution du 14 octobre 92 qui lui garantit son indépendance conformément à l'article 1er de la loi organique. » Donc, c'est une institution constitutionnelle qu'on ne peut pas simplement inviter à venir dans un cadre de concertation avec un ministère. Je ne suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la CNDH, dans ses missions de protection des droits de l'homme, de sensibilisation sur les questions liées aux droits de l'homme, elle n'a pas aujourd'hui cette autorité-là de prendre elle-même un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, lorsqu'il va s'agir, qui va être question, par exemple, de la fermeture de la prison de Lomé, ce n'est pas la CNDH qui va prendre les choses en main. Il faut un minimum de dialogue entre plusieurs institutions de la République. Aujourd'hui, lorsqu'il va falloir améliorer le cadre juridique pour garantir un certain nombre de choses, c'est des choses des sujets sur lesquels la CNDH n'a pas de compétences et d'attributions. Et aujourd'hui, il s'agit de formaliser un cadre légal dans lequel ne se retrouve pas uniquement le ministère des droits de l'homme et puis la CNDH. Il y a d'autres acteurs comme le CACID, il y a la conférence justice et paix, il y a plusieurs acteurs de la société civile. Donc, je ne vois pas l'inquiétude. Et même lorsque nous allons dans le fond, il est dit qu'à tout moment, ce cadre-là peut inviter une à trois OS, organisations de la société civile, pour prendre part aux travaux. Donc, je ne vois pas en quoi... Mais en même temps, parce que là, nous parlons d'un cadre qui est en train d'être mis en place par l'État, et donc qui décide, et c'est ça l'inquiétude de Lars Vito, qui décide de qui inviter. C'est ce que vous avez dit, en même temps, on peut inviter une à trois OSC. Donc, c'est eux qui décident de qui inviter. Une sorte de cooptation. Ce dont s'inquiète Lars Vito ici. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut être précis sur la thématique. Lorsqu'on crée ce cadre, il faut d'abord dire quel est l'objectif de ce cadre. Est-ce que l'objectif de ce cadre est de se substituer au travail que font les OSC? Est-ce que le travail, c'est de se substituer à la CNDH? Mais si c'est vrai, mais ce qui n'est prouvé d'ailleurs par aucun test, ça veut dire que l'arrêté en elle-même est anticonstitutionnel. Et là, toute personne qui est habilitée à le faire peut aujourd'hui saisir la Cour constitutionnelle pour suspendre cet arrêté-là ou bien comment dit-on, la soumettre à un examen de constitutionnalité. Donc, je ne crois pas qu'il y a tant d'inquiétudes sur la chose, d'autant plus que aujourd'hui, lorsque vous lisez l'article 3 de cet arrêté, il est dit que ce cadre a pour objectif d'apporter une compétence technique au travail que fait le ministère des droits de l'homme. Je pense aujourd'hui que lorsque l'État doit légiférer sur un certain nombre de mesures, notamment, je prends un exemple, sur les recommandations du comité contre la torture, c'est de bonne guerre que l'État institue un cadre dans lequel il va consulter plutôt la CNDH, les acteurs de la société civile, et aussi, n'oublions pas qu'il y est associé un certain nombre d'organisations régionales.
en la matière. Donc, j'ai eu du mal vraiment à saisir le fond de ce qui est reproché à cet arrêté-là. Il faut aussi faire un travail technique et puis de fond sur la question. J'aimerais qu'on touche du doigt, par exemple, un article précis de cet arrêté-là qui va à l'encontre d'une disposition précise de la loi organique portant attribution et puis organisation de la CNDH. Je crois qu'il faut ajouter de la matière aux critiques, il faut ajouter de la matière à certaines analyses que nous faisons, sinon on est en train de parler en l'air. Mais l'ASVITO a quand même dit que s'il y a besoin d'un cadre de concertation nationale et de collaboration, il n'appartient pas au gouvernement, et là j'ai évoqué la question de cooptation, de coopter les organisations qui l'intéressent, mais il revient de droit à la société civile de désigner les structures qui peuvent valablement et légitimement la représenter. Monsieur Samuel, aujourd'hui, quelle organisation parle au nom de la société civile? Justement, c'est ce flou-là que l'ASVITO est en train de dénoncer. L'État va dire, par exemple, je suis intéressé par tel OSC, par tel autre, sur quelle base, justement? Vous savez, entre vous et moi, et lorsque vous prenez la liste des organisations de la société qui sont partie prenante à ce cadre-là. Vous avez le Conseil épiscopal de justice et paix, vous avez le CACIT, vous avez le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, ou ANEP, vous avez le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant, vous avez le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, vous avez le groupe de réflexion d'action et d'action femmes, vous avez la Ligue togolaise des droits de l'homme, vous avez la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Mais qu'est-ce qui manque encore à ce cadre-là pour avoir toute la légitimité pour représenter le paysage des OSC qui sont en matière de défense des droits de l'homme? Est-ce qu'il faut associer toutes les organisations qui se réclament défenseurs des droits de l'homme? Vous comprendrez peut-être par la dénonciation de l'ASVITO que peut-être elle estime qu'elle pouvait valablement être également... Alors là, cela veut dire que cela se base sur une simple frustration de ne pas avoir été invité. Oui, justement, de ne pas avoir les critères sur lesquels l'État s'est basé pour choisir ces organisations. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se sont déroulées dans ce pays. Et lorsque vous prenez la liste de ces OSC, vous saurez que ce sont des gens qui se sont fait remarquer, ce sont des acteurs qui se sont fait remarquer sur le plan de leur sérieux, sur le plan de leur objectivité et sur le plan de leur engagement réel. Aujourd'hui, être organisation de la société civile, ce n'est pas uniquement être dans le rôle de dénoncer, de publier, de communiquer à longueur de journée. C'est aussi faire des propositions pour l'avancement d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de thèmes qui sont relatifs aux droits de l'homme. Et sur ce sujet, vous conviendrez que ces organisations-là, comme le CACIT, ont toujours été invitées sur des plateformes internationales pour parler des droits de l'homme. Mais Zana Sadio, ce que vous dites là, vous apportez de l'eau au moulin de l'ASVITO. C'est-à-dire, qui est habilité à dire que telle organisation fait des analyses sérieuses, fait un travail sérieux, fait ci et ça? Je vous dis qu'il y a un certain nombre de critères. Aujourd'hui, oui, mais qui définit ces critères? Non, aujourd'hui, lorsque vous prenez les grandes messes concernant les droits de l'homme, presque toutes ces organisations-là sont invitées constamment. Et je crois sur ce plateau, vous m'avez reçu avec M. Spero Maolé, qui a expliqué que, par exemple, dans leur démarche, ils ont, avant de soumettre leur rapport alternatif, ils l'ont porté à la connaissance du ministère des Droits de l'Homme avant d'aller l'exposer là-bas. Donc, vous savez, il y a des critères qui sont objectifs, qui montrent qu'il y a un certain nombre d'organisations de la société civile qui veulent, au-delà de la dénonciation des droits de l'homme, faire un travail d'amélioration. Oui, ça veut dire que ces critères-là, par exemple, vous ne voyez pas ces critères au niveau de l'ASVITO? Je dis que moi, je retrouve plus ces critères-là sur la liste de ces OSC qui ont été listés dans le décret. Et encore que la porte n'est pas fermée. À tout moment, je crois que toutes ces organisations-là, à tout moment, par exemple, qu'ils jugeront utile d'inviter l'ASVITO, ils ne manqueraient pas. Je ne pense pas que si l'ASVITO a une préoccupation particulière
particulière qui n'a pas été traitée par ces autres organisations de la société civile, il y a la barrière pour qu'elles ne puissent pas saisir le CACIT pour se faire le porte-parole. Donc, ce n'est pas cloisonné du tout. Mais pourquoi il y a ce dialogue-là entre eux. Pourquoi en amont n'aurait-on pas pu faire les choses simplement en disant, après avoir pris cet arrêté, en demandant à ces organisations, décidez-vous, entendez-vous entre vous, choisissez 5, 6, 10, moi je ne sais pas, qui pourront le mieux vous représenter. Quitte à eux de savoir comment s'organiser pour le faire. Vous savez... N'importe qui peut rester dans son salon et dire, bon, telle organisation, ça va, telle autre, ça va, telle autre, ça fait un bon travail. Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher sur la liste? Il ne s'agit pas de reproche. Pour l'As Vito, il s'agit de laisser la latitude aux organisations de la société civile de désigner les personnes, que ce soit par une élection interne ou je ne sais par quel moyen, qui pourront les représenter dans ce cadre-là. Monsieur Samuel, vous savez, il faut quand même ne pas entraîner la discussion dans des considérations sentimentales. Je pense que l'AS Vito aurait aimé faire partie de ce cadre. Je propose d'écouter cette partie dit cette discrimination, on parle de discrimination, est également une méthode sournoise contre les organisations crédibles qui refuse toute compromission et vise à orienter les financements des bailleurs vers les OSC sur lesquels le gouvernement peut compter en bafouant les droits de l'homme. Est-ce que cela veut dire que le CACIT accepte de la compromission? Est-ce que cela veut dire que le GFDD accepte de la compromission? C'est l'As Vito qui le dit. Oui, moi je on aurait simplement laissé ces organisations se choisir entre elles, que le débat ne se serait pas posé aujourd'hui. Vous savez, la démarche prête le flanc à ce que la démarche ne prête pas. La démarche ne prête aucun flanc. Je pense que le ministère des Droits de l'Homme a, dans ses analyses, dans ses remarques, et peut-être avec le conseil d'un certain nombre de personnes qui sont avisées sur la scène nationale, ils ont fait une liste d'un certain nombre d'organisations qui ont toujours créé, qui ont toujours voulu avoir ce cadre de dialogue et ce cadre de faire avancer les choses. Et moi, d'ailleurs, je dis encore une fois que ce cadre est le bienvenu. Dans ce pays, récemment, on a vu des acteurs qui se sont auto-saisis des dossiers très sensibles sans juger de la véracité, sans juger de l'objectivité d'un certain nombre d'éléments. On commençait par les poster sur les réseaux sociaux. Donc, moi, et déjà, à ce moment-là, je me suis dit, mais il fallait qu'un cadre puisse adopter ou bien puisse de manière consensuelle s'entendre sur des normes déontologiques, des normes éthiques pour définir les normes de travail au sein d'un cadre qui fasse l'unanimité. Donc, moi, je suis content aujourd'hui qu'il y a un tel cadre qui va pouvoir aborder ce genre de sujet. Parce qu'aujourd'hui, si on se lève pour prétendre lutter contre les violations des droits de l'homme et ce faisant, on viole les droits des autres personnes, il y a d'autres questions et puis il y a des questionnements légitimes que moi, je suis en train de me poser. Donc, il ne faut pas toujours être dans une critique. La porte n'est pas toujours fermée. Rien n'est dit que si l'As Vito a un sujet sensible qui interpelle les droits de l'homme, la porte est fermée. Et encore que ce cadre-là ne se substitue pas sur le terrain au travail que vont faire les OSC. C'est juste un cas de concertation des acteurs permanents que l'État a choisi, que le ministère a choisi, avec qui ils veulent travailler. Ça veut dire, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas du tout, enfin, vous ne voulez pas comprendre peut-être la démarche de l'AS Vito? Ce n'est pas que je ne veux. La démarche de l'AS Vito n'est pas fondée. Moi, j'estime qu'elle n'est pas fondée. Aujourd'hui, par exemple, si on veut mettre en place une commission pour s'adresser, par exemple, aux fonctionnaires. Mais on ne va pas regrouper tout le monde. On va choisir des gens qu'on estime vraiment pouvoir faire des apports de qualité. Choisir, c'est ça qui pose problème ici. Quel problème cela pose? Qui choisit? Et sur quels critères? Mais est-ce que vous êtes en train de dire que dans la démarche du ministère des Droits de l'Homme et puis des autres parties prenantes, on doit venir devant des caméras, on doit venir rassembler tous les acteurs de la société civile et dire, bon, voilà, tel critère, je vais vous noter. Mais le ministère des Droits de l'Homme est en situation de prendre des décisions de manière autonome.
Et aujourd'hui, je vous dis, et le cas comment dit-on, de l'AS Vito, c'est un cas isolé. Ils ne sont pas les seuls acteurs. Vous comprendrez avec moi que sur la moins de dizaines d'acteurs qui, au titre de la société civile, il n'y a pas que ce nombre-là. Comme l'AS Vito, tout le monde va vouloir intégrer ce cadre-là. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui intégrer tout le beau monde qui se proclame être défenseur des droits de l'homme? Il faut quand même parfois limiter le nombre, choisir des acteurs qui sont assez crédibles sur le plan national qu'international pour faire un travail de qualité. Et encore que je dis que si l'AS Vito a vraiment des éléments importants, des apports à faire, et il peut à tout moment, comment dit-on, saisir la Commission nationale des droits de l'homme qui est ouverte à tout le monde. Mais donc l'autre inquiétude, j'ai l'impression qu'on essaie de présenter la chose comme une substitution à la CNDH, alors qu'il n'en est pas le cas. Mais l'autre inquiétude de l'AS Vito, c'est également que c'est une démarche qui semble induire une bipolarisation de la société civile. C'est-à-dire l'État se choisit sa société civile et laisse les autres qu'ils regardent d'un mauvais œil de côté. Non, vous savez, je dis que l'objectif, par exemple, c'est de faire un certain nombre de suivre un certain nombre de recommandations sur les normes auxquelles l'État togolais a souscrit en matière de lutte contre la torture, en matière de respect des droits de l'homme et d'avoir, comment dit-on, un relais ou bien un soutien technique pour apporter des réponses à des thématiques précises. Donc, lorsque vous allez dans le fond de cet arrêté, il est question à tout moment où il s'agit d'un sujet particulier sur lequel ils jugent important qu'un acteur de la société civile, qu'une organisation de la société civile se fasse présenter. Donc, il est question de l'inviter à titre exceptionnel pour débattre. Donc, encore une fois, je dis que la porte n'est pas fermée. Il faut lire l'article de fond en comble. Et comme je l'ai dit en début d'émission, lorsqu'on se permet d'attaquer ou bien de porter un jugement sur un article, il faut, sur un texte de loi, il faut quand même relever les points, point par point. J'aurais aimé que dans le communiqué, l'AS Vito nous dise sur l'article 1, voilà ce qui est dit, et voilà comment cela contredit le travail de la CNDH, voilà comment cela empiète sur l'indépendance de la CNDH, mais ce travail-là manque dans le communiqué. C'est pourquoi moi j'estime qu'il y a une légèreté. J'estime que ce communiqué a été rédigé avec une légèreté qui ne permet pas de faire des analyses sur le fond de la chose. C'est juste des a priori qu'on a essayé d'aligner dans un français et puis qu'on a posté sur les réseaux sociaux. Mais dans le fond... C'est mon point de vue en tout cas, parce que je ne trouve pas de matière à réflexion. La démarche quand même de création de cette plateforme multi-acteurs de concertation et de collaboration entre l'État, Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile, est-ce que dans le fond ça peut faire avancer les questions de défense des droits de l'homme au Togo? Tout d'abord, il faut dire que les questions relatives aux droits de l'homme, c'est le premier rôle de la CNDH. D'ailleurs, selon la loi organique portant organisation de la CNDH, elle est aujourd'hui le mécanisme national de prévention contre la torture. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame entre les deux choses. En matière de droits de l'homme, en matière de lutte contre la torture, il s'agit, c'est le rôle de la CNDH. Et aucunement, ce mécanisme n'enlève aucune mission, aucune attribution à la CNDH. Maintenant, le rôle de ce cadre-là, c'est de fédérer les acteurs, et les principaux acteurs qui sont concernés et que... des acteurs qui avaient tout le temps l'habitude de discuter aussi. Hein. Voilà, qui avait l'habitude. Finalement, est-ce qu'on avait forcément besoin d'un cadre formel? Moi, je pense que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin d'un cadre formel, mais en l'instituant, cela montre qu'aujourd'hui, le gouvernement, le ministère chargé des droits de l'homme accorde une importance particulière à la mise en œuvre des recommandations, au renforcement du cadre institutionnel et puis juridique relatif aux droits de l'homme
l'homme dans une approche participative, de manière concertée. Et je ne vous le cache pas, lorsque un certain nombre de pays de la sous-région ont appris que l'État togolais, le gouvernement togolais avait instauré ce mécanisme-là, ils ont approché les autorités pour venir participer à ce cadre-là, pour en tirer des enseignements. Cela veut dire qu'en la matière, le Togo est en train de montrer l'exemple dans la sous-région. Donc, quand les choses sont telles et que beaucoup d'États de la sous-région accordent un crédit, accordent du sérieux à la chose, mais comment on peut se permettre d'écrire ce genre de choses sans aborder la question en se basant sur les tests. Je vous dis que j'estime que c'est encore une légèreté quand on écrit au chef de l'État et on fait référence à un texte de loi qui est abrogé par une disposition qui date de juin 2019. Là, je crois qu'il y a un manque de sérieux. Et dès le début de l'émission, même on aurait dû d'annuler l'émission. Parce que sur la forme, ce n'est pas sérieux du tout. Zana Komblan Sadio, merci d'être passé dans cette émission. C'était moi. Vous êtes analyste politique. On marque la pause et après le journal, on est ensemble dans Regard croisé.